RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des Sports hebdomadaire, un Café des Sports un peu tardif mais sportif aussi puisque nous suivons l'actualité et c'est juste après en sortie de match d'ouverture de l'Euro qui se déroule en Allemagne. Nos invités sont là, ils ont aussi vu, voire commenté le match, vous les avez peut-être entendus. Bonsoir Xavier Barré. Bonsoir Annie. Merci d'être là avec nous. Xavier qui sait tout sur l'Euro et ça ne peut être qu'une mine d'informations parce que son guide nous sert beaucoup pour parler de l'Euro et pour présenter les sélections. Sacré travail, hein, Xavier. Ça s'entendait tout à l'heure à l'antenne, je dois reconnaître. Bonsoir Rémi Ngono. Bonjour Annie et surtout... Je constate que Xavier Barré ne m'a pas donné son livre. Mince alors. C'est parce qu'il croyait me coincer à l'antenne. Mais vous avez déjà tout dans la tête. Vous avez Voilà. déjà tout dans la tête. Et ça, c'est votre avantage. Vous avez une hyper mémoire. Bonsoir David Bonsoir Gélit. Annie, bonsoir à tous. Moi je pense plutôt aller l'acheter que de me le faire offrir. C'est pour, je trouve que c'est plus classe quoi. Oui, parce que tu as beaucoup d'argent. On n'a pas les mêmes moyens. Et puis pour vous suivre, pour vous lire, pour connaître vos réactions et vos commentaires sur cette émission, Sarah Lou Bakouche est avec nous. Bonsoir Sarah Lou. Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Vous y prenez goût hein, Radio Foot avec nous dans ce Café des Une fois Sports. qu'on y a goûté à ce café, on peut plus s'en passer. Hein. C'est difficile. Dans les débats du soir, évidemment, l'Euro. L'Euro qui commence très bien pour les Allemands qui jouent à domicile sur la pelouse de Munich. La Mannschaft s'est facilement imposée ce soir 5-1. Les Écossais ont eu du mal. La tâche n'était pas facile en ouverture contre l'Allemagne qui nourrit de grandes ambitions et sans doute encore plus à cette heure dans cette compétition européenne. L'Euro qui se poursuivra au cours du week-end et l'entrée en piste de deux des favoris de cette compétition. L'Espagne du jeune Lamine Yamal jouera face à la Croatie de l'expérimenté Luka Modric. Et puis l'Angleterre, toujours à la recherche de son premier trophée, sera en piste contre la Serbie. Nous évoquerons aussi une nation en guerre dans cet Euro, l'Ukraine. Et vous verrez que cela pèse sur la Sbirna, ce contexte géopolitique. Bien sûr, il y aura les cartons, les rouges, les jaunes, les verts pour vous, les vôtres d'abord et les nôtres ensuite. Et au générique de cette émission, David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Alice Ménard et Donatien Cahu assurent la réalisation radio. Pour ce qui est de la vidéo, Souel Kedir et Yann Bourdela sont aux manettes. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Flachpass abgelegt, der Schuss und der Tor! 1:0 Deutschland, Florian Wirtz! Kai Havertz qui a contrôlé du pied gauche, Moussiala qui a pu se retourner la frappe, le deuxième but allemand. Then comes the free kick from Robertson into the penalty area. Oh, that's it! Scotland have scored! McKenna with a header. It bounces off Rudiger over Neuer. C'est terminé. Victoire de l'équipe d'Allemagne, 5-1 sur l'équipe d'Écosse. Une levée de rideau, peut-on dire quand même spectaculaire pour ce 17e Euro 2014. Les Allemands à domicile ont fait la loi sur leur pelouse, sur la pelouse de Munich où étaient aussi tant de joueurs du Bayern, le club qui d'habitude occupe cette pelouse. Ils ont infligé donc un sévère 5-1 aux Écossais. Alors, c'était évidemment l'équipe la plus difficile à jouer de ce groupe A. L'Écosse s'est un peu cassé les dents. Antoine Grenier, bonsoir. Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Antoine, vous avez commenté ce match donc tout à l'heure en compagnie de Xavier, des spectateurs heureux et libérés, j'imagine, dans cette arena de Munich. Ça commence bien, même si le but pour l'honneur a peut-être relancé les cornemuses.
Ouais, non, on va pas aller jusque-là, mais les supporters allemands, clairement, ne veulent pas quitter cette Allianz Arena après cette copie quasi parfaite rendue par leur sélection et cette entrée en matière réussie. Évidemment, ils n'en attendaient certainement pas tant, les supporters de cette Mannschaft. Ce succès, 5-1 maîtrisé face à cette équipe d'Écosse. Très clairement, l'Allemagne va compter sur ce match pour prendre de la confiance dans les jours qui viennent. Oui, alors évidemment de la confiance, Rémi, quand à la mi-temps on a déjà 3-0 et qu'en plus l'équipe d'en face vient d'être réduite à 10, on se dit que vraiment ça va être dur pour les Écossais. Très difficile parce que les Écossais ont d'abord voulu jouer un peu haut et puis c'était trop bas. Et par la suite, ils ont subi parce que justement l'Allemagne, ils ont laissé jouer Toni Kroos. Or, lorsque vous laissez jouer Toni Kroos, une chose est sûre, c'est qu'il va ravitailler l'attaque. La preuve, c'est que vous regardez quand même sa transversale. Sur les 5 qu'il a tenté, il les a réussi. Et c'est sa transversale qui va, de l'autre côté, trouver Kimmich, qui va immédiatement désaxer le bloc. Donc, du moment où vous laissez Toni Kroos, le géomètre, il faut quand même se dire que rien que pour la première mi-temps, c'est 55 passes tentées, 55 passes réussies, 100%. À partir de là, vous êtes battu, c'est terminé. Le madrilène. Avant de vous donner la parole, messieurs, Antoine, vous le disiez durant le commentaire, hein, à chaque fois que Toni Kroos avait la balle, pratiquement les 75 000 spectateurs retenaient leur souffle. Oui, pas que, d'ailleurs, les 11 Écossais aussi, je peux vous le dire, parce qu'ils ne savaient pas du tout ce qui allait se passer. Toni Kroos, il a été stratosphérique ce soir, très clairement, tout a reposé sur lui. C'est lui qui distribuait à droite, à gauche, et qui savait exactement comment les choses devaient se passer. Encore une énorme prestation de la part du milieu de terrain du Real Madrid. Et on a intérêt à l'admirer, ce Toni Kroos, puisqu'il a non seulement quitté le Real Madrid, mais en plus, il devrait arrêter sa carrière. Nabil, vous aussi, vous avez été sous le charme un peu de cette équipe allemande ? Oui, parce qu'en fait, un match d'ouverture, c'est jamais simple. Il y a une certaine pression sur les joueurs. Il y a le poids du maillot, aussi le poids de ne pas décevoir. C'est un match, non pas en Eurovision, mais en monovision, puisque l'Euro est une compétition qui est regardée dans toute la planète, parce que c'est une compétition de très haut niveau. Il n'y a pas eu match. On nous avait annoncé quand même une équipe écossaise assez intéressante pendant les éliminatoires, qui avait croisé, je crois, l'Espagne, l'Ukraine, si je dis pas n'importe quoi. Xavier sera là pour me rectifier, notamment grâce à son guide. Il a le livre ouvert. L'Espagne et la Norvège. Et l'Espagne et la Norvège, donc merci Xavier de le faire. Ils ont éliminé Haaland, évidemment. Et puis moi j'ai trouvé une équipe d'Allemagne complète avec le choix d'un faux neuf, Havertz. Ils avaient Füllkrug qui était sur le banc, qui est plus un point de fixation, qui est rentré. Effectivement, Rémi a raison. Toni Kroos, c'est pas un géomètre, c'est un quarterback. C'est un quarterback de football américain. C'est une main à la place du pied qu'il a. Et en plus, quand il n'est pas pressé, il joue dans un fauteuil. Et le pourcentage de passes réussies, dans le camp adverse aussi. C'est ça qu'il faut voir également, dans les interlignes. Et puis, cette jeunesse également avec Musiala, Wirtz. Donc, bon, disons-le clairement, l'entrée est plus que réussie du côté de l'Allemagne. Et je dirais même un peu plus, et je lâcherai la balle ensuite à Xavier, ils ont envoyé un message. Oui. Mais avant de parler de ce message, Xavier, il y a une chose aussi qu'on voyait, nous, quand on écoutait le match, quand on le regardait, et quand on préparait avec Alice ces petits mix toujours de buts, c'est qu'il n'y a pas eu une seule fois le même buteur. Oui, il y a eu. Alors, Füllkrug aurait pu en mettre un deuxième, mais il a été signalé hors-jeu. Mais effectivement, c'est la force de cette équipe d'Allemagne, c'est que le danger vient de partout. Alors, effectivement, il y a la rampe de lancement Toni Kroos, et ça, c'est le grand succès de Julian Nagelsmann, c'est de l'avoir convaincu de revenir en sélection alors qu'il avait pris sa retraite internationale après l'Euro 2021. Et donc, depuis, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a une équipe d'Allemagne avec ces trois flèches. Kai Havertz, qui n'est pas un vrai avant-centre, en fait, qui est un faux neuf, voilà, qui peut décrocher, qui offre des solutions, Jamal Musiala et Florian Wirtz. Et Ilkay Gundogan au milieu d'eux, pour apporter aussi un peu de stabilité et de solutions de soutien. Donc on a une équipe d'Allemagne qui, effectivement, peut attaquer de partout, sur les côtés aussi avec Kimmich et Mittelstadt. C'est une vraie équipe très cohérente. Et il faut reconnaître à Julian Nagelsmann d'avoir construit cette équipe en très peu de temps, parce qu'il est sélectionneur que depuis quelques mois, d'avoir su faire les bons
bon choix. Il a fait beaucoup de changements, parce que dans le groupe, vous avez 10 joueurs qui débutent en compétition internationale sur 26. C'est-à-dire qu'il y en a 10 qui n'ont aucune expérience internationale et qui sont dans ce groupe. Voilà, donc il a su faire un bon mix entre les éléments d'expérience. Il y a encore 3 champions du monde 2014, donc Kroos, Thomas Müller qui est rentré, et puis Manuel Neuer, bien sûr, le gardien. Et les autres sont beaucoup de joueurs qui ont peu d'expérience internationale, mais qui ont une vraie envie de gagner. Sarah Lou, est-ce que nos auditeurs et internautes ont apprécié le spectacle ? Évidemment, on salue la performance de l'Allemagne. Chris Durand d'ailleurs, petit clin d'œil pour vous, Rémi, qui donc salue le match de Kroos. Et c'est juste incroyable de le voir à ce niveau. J'avais l'impression de voir le Real Madrid jouer, nous dit-il. Un petit peu de débat quand même, Allons-y, qui anime nos auditeurs. Bellamy Bellastar Dembélé qui nous écrit de Kinshasa, qui dit bon, c'était une victoire, mais contre une petite équipe facile, on verra contre une vraie nation, dit-il. Ça commence un peu à disputer en commentaire. Il va falloir attendre pour jouer la vraie nation, puisque l'Écosse était quasiment l'équipe la plus compliquée entre guillemets à jouer. Il y a la Suisse quand même. Il y a la Hongrie et la Suisse dans cette équipe. Et je peux vous dire que la Suisse, de ce que j'ai lu, Granit Xhaka, le joueur d'Arsenal, Leverkusen, passé par Arsenal, Leverkusen cette saison, bien sûr, champion d'Allemagne, il a dit j'ai fait une grosse valise parce que je veux pas rentrer tout de suite d'Allemagne en Suisse. Donc eux, ils veulent aller le plus loin possible dans la compétition. Et nous, on sait ce que ça veut dire parce qu'ils étaient en quart de finale la dernière fois à l'Euro. Ils ont éliminé les Bleus. Mais l'Écosse, c'était une équipe quand même coriace. Au dernier Euro, ils ont fait 0-0 contre l'Angleterre en Angleterre. Donc, c'est une équipe qui sait défendre. Mais là, elle avait un peu changé de logiciel de jeu. C'est vrai que quand ils ont encaissé le premier but, moi, je les attendais un peu plus haut. J'attendais de voir s'ils allaient produire un peu de football. Mais honnêtement, en face, ce soir, c'était beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Antoine Grenier, on s'attendait donc, il y avait des joueurs attendus et tout à l'heure on avait parlé dans la première partie de cette émission, Musiala, Wirtz, Toni Kroos, ils ont été au rendez-vous, et Julian Nagelsmann aussi. On a vu que très, très vite, il a compris la tournure du match, il a procédé aussi très vite à des changements. Oui, il avait raison sur à peu près tout, Julian Nagelsmann. Il avait raison sur sa composition de départ. Il a eu raison dans son coaching au moment où il fait rentrer Niklas Füllkrug à la place de Kai Havertz qui avait marqué le penalty juste avant la mi-temps. On attendait de voir évidemment parce que les deux sont un petit peu en bataille pour être l'attaquant de pointe de cette équipe d'Allemagne. Et puis très vite, Füllkrug a donné raison à Julian Nagelsmann avec cette frappe surpuissante en pleine lucarne des 18 mètres. Emre Can, lui aussi, qui était même pas censé être à l'Euro parce qu'il n'était pas convoqué au départ dans la liste, et puis il est arrivé parce que Pavlovic du Bayern Munich a déclaré forfait sur maladie. Emre Can qui marque le but à la 93e minute. Bref, il y a des soirs où tout réussit à un entraîneur, et c'est un soir comme ça pour Julian Nagelsmann. Rémi, vous aussi, vous avez été séduit par, je dirais, l'ensemble de ce groupe Allemagne, parce que parlons-en de cette Allemagne. Non, Rémi Ngono seulement par Kroos et Rudiger. Les autres, ça ne l'intéressait pas. Parlons-en de cette Allemagne, Rémi, qui, les 2 dernières Coupes du Monde, ne passe pas le premier tour, qui, à l'Euro dernier, avait été éliminé par l'Allemagne. Et là, devant leur public, ça a été compliqué, finalement, la préparation de cet Euro. Mais là, on a l'impression qu'ils ont bien adopté le mode combat. La préparation n'a pas été compliquée dans la mesure où, en mars, ils ont filé 2-0 à la fin. Non, mais bien évidemment. Je ne parle pas des matchs de préparation, mais disons ces dernières années, et notamment depuis l'Euro. C'est 3 ans, la Coupe du Monde compliquée. Ça fait 10 ans qu'ils ont des résultats. Flick qui s'en va. Oui, mais sauf que, justement, je vais dire que cette Allemagne, il faut le savoir que dans son histoire, s'il y a 4 Coupes du Monde à remporter, c'est d'abord le premier match que l'Allemagne remporte. S'il y a 3-0 remportés, c'est le premier match. Ils gagnent à chaque fois leur premier match. Lorsqu'ils doivent aller jusqu'au bout, ils gagnent le premier match. Alors vous nous dites qu'ils vont jusqu'au bout. Alors là, ils iront jusqu'au bout parce que par rapport à ce que j'ai dit, et contrairement à ce que Xavier Barré voudrait rapidement me barrer, parce que lui, quand il parle du Barça, ne parle que de l'arbitrage. Moi, je vais vous parler au niveau de ce qu'on appelle les autres équipes. Les autres, ceux qui font la force également. C'est-à-dire, on a parlé tout de suite de Wirtz. Lorsque vous le voyez, eh bien, il marque quand même un but. Il a 21 ans et 42 jours. Et le deuxième qui marque, c'est Musiala. 21 ans, 109 jours. Et par la suite, c'est-à-dire que c'est un mix entre l'expérience et aussi une jeunesse qui va très vite. Et surtout cette fois-ci, cette Allemagne est très dangereuse dans la mesure où, au niveau de l'attaque, tous
tous les attaquants ont marqué, certes, mais surtout, il y a ce qu'on appelle la taille. Parce que vous regardez, par exemple, que lorsque vous faites sortir Havertz c'est 1m95. Apparemment, quand on le voit là, il n'est pas grand, mais quand vous regardez aussi derrière, ils sont aussi très grands. C'est-à-dire que ce soit Tah, que ce soit par exemple Rudiger, ils vont au combat. Ce qui signifie que cette Allemagne-là, athlétiquement, physiquement, techniquement, elle est au point. La faiblesse peut-être de l'Allemagne ces derniers temps aussi, on avait la sensation, c'était le psychologique, bien sûr, parce qu'on les avait vus dans les Coupes du Monde, les fameux 3e matchs s'écrouler. Je crois qu'il y avait eu la Corée du Sud une fois, si je ne me trompe pas, en Russie. Enfin bon, il y avait eu des moments comme ça de fragilité. Là, pour l'instant, ils commencent très fort, Nabil. Oui, en fait, ils avaient des problèmes d'efficacité dans les deux surfaces, des efficacités offensives. À la dernière Coupe du Monde, vous en parliez à juste titre. Japon, dans leur groupe, Costa Rica, si je ne dis pas de bêtises, et Espagne. Une multitude d'occasions. C'était Manchester City, mais sans marquer de but. Et défensivement, c'était aussi le mauvais Manchester City, capable de quelques dingueries, entre guillemets, si je puis me permettre, un peu comme celle de Rudiger ce soir, mais ce soir, il y a 4-0 quand il l'a fait. S'il a fait à 0-0... Oui, parce que le but est contre son camp, malheureusement, le but attribué à l'Écosse, mais c'est pas un buteur écossais. Ça fait 10 ans, il y a un peu un problème de logiciel de jeu. Par exemple, en 98, ils avaient failli à la Coupe du Monde, ils s'étaient remis en question, et en 2002, ils étaient arrivés en finale, ils étaient repartis sur un nouveau cycle. Là, depuis 2014, ils ont été fantastiques, c'était la meilleure équipe du tournoi. Et puis quand on bat le Brésil 7-1, même si le Brésil s'était effondré psychologiquement, au Brésil, c'est vraiment pas anodin. Et depuis, c'est vrai qu'ils sont attendus et c'est à chaque fois la grosse déception du tournoi. Et autant offensivement, c'est vrai qu'ils ont des gros CV, autant défensivement, ils ont perdu en qualité et on est très loin de l'Allemagne hyper coriace et rigoureuse qu'on a dans l'imaginaire de beaucoup des années 80, 70. Et c'est pour ça que moi je suis curieux et on verra. Est-ce que c'est le bon attelage, Rudiger, Tah, ça va être une des clés de leur compétition. Oui, il y a ça, mais c'est surtout ce qui leur a manqué ces dernières années, c'est un vrai buteur. Et regardez, en 2014, ils sont champions du monde avec Miroslav Klose, le meilleur buteur de toutes les Coupes du Monde. Et 2016, ils rappellent Mario Gomez, ils sont éliminés en demi-finale par la France. 2018, avec Mario Gomez, ils passent pas le premier tour. En 2021, à l'Euro, avec Timo Werner et Serge Gnabry, ça passe pas non plus. Coupe du Monde 2022, Füllkrug arrive et Havertz arrive tout juste. Donc, ils n'ont pas le temps forcément de se mettre dans le rythme. Ils sont éliminés au premier tour. Là, on a vu que Kai Havertz apporte vraiment des solutions offensives. Il marque un but. Et Niklas Füllkrug rentre dans un style totalement différent, plus bulldozer, plus avant-centre physique traditionnel allemand, et il marque aussi. Donc on a deux solutions offensives pour le poste d'avant-centre, en plus des flèches sur les côtés Musiala et Wirtz, et ça marque. Ce qui manquait crucialement aux Allemands ces dernières années. Deutsche Mark, en fait. Pour ceux qui connaissaient la monnaie allemande avant l'euro. Merci beaucoup, Nabil. On n'oubliera pas. Antoine, pour terminer, juste un petit mot encore. Racontez-nous un peu cette cérémonie d'ouverture ou peut-être surtout l'hommage à Franz Beckenbauer. Je le disais, il y avait beaucoup de joueurs du Bayern Munich sur la pelouse, là, pour ce qui était de l'équipe allemande du moment. Et on a vu notamment un Thomas Müller qui, quand même, joue depuis toujours dans ce club allemand rentré. Et il y a eu cet hommage à Franz Beckenbauer, notamment grâce à sa femme. Oui, c'est le moment dont on se souviendra sans faire injure aux danseurs de cette cérémonie d'ouverture dont on n'a pas tout compris. L'entrée de Heidi Beckenbauer, la veuve de Franz Beckenbauer, vainqueur de l'Euro 72, vous allez voir pourquoi je le précise, avec le trophée de l'Euro dans les mains, elle était très émue, ça se voyait, elle était habillée de noir, menue, comme ça, face à 70 000 spectateurs, c'était extrêmement émouvant et elle était accompagnée de Bernhard Dietz qui avait remporté l'Euro en 1980, c'était lui le capitaine, et de Jürgen Klinsmann qui avait remporté l'Euro avec l'Allemagne en 1996. C'était une manière de faire se rencontrer trois générations de vainqueurs de l'Euro, et c'est là que l'émotion est venue parce qu'on s'est dit que Franz Beckenbauer, il aurait dû être là pour ce match d'ouverture, et c'est là que l'émotion a été la plus forte. Et on a vu sa femme, sa veuve, reposer la coupe qu'elle avait dans la main et lancer un baiser vers le ciel, et c'est vrai que c'était un très beau moment. Merci beaucoup Antoine Grenier, Dankeschön. et au Wiedersehen, puisque on vous aura encore dans l'émission, dans Radio Foot, les prochains jours. Merci beaucoup Antoine.
Bisbal, à bientôt, Annie. Merci. Alors, ce groupe A, dès demain, eh bien, ceux qui sont dans le groupe donc, de l'Allemagne et de l'Écosse, à savoir la Hongrie et la Suisse, joueront en début d'après-midi. Continuons, car il y a d'autres favoris qui entrent dans la compétition durant le week-end. Willkommen in Deutschland zum Europacup. Alors, après le groupe A, faisons simple, le groupe B, l'Espagne et la Croatie joueront juste avant l'Italie et l'Albanie. Un vrai groupe de la mort. On aime bien en trouver un parfois, on a un peu de mal. Mais alors là, je crois qu'on est sûr que celui-là, c'en est un. Encore qu'avec cette compétition où il y en a 16 qui se qualifient, dont les meilleurs troisièmes, peut-être que là, il y aura 3 qualifiés. En tout cas, la Roja, elle vient de débarquer avec l'attaquant le plus jeune de cet Euro, le Barcelonais, Lamine Yamal, produit direct, Xavier Barré, de la fameuse Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Il a toutes les chances d'être titulaire ? Oui, puisqu'il a fait pratiquement toute la saison à Barcelone et que dans cette équipe d'Espagne, aujourd'hui, le sélectionneur Luis de la Fuente compte sur lui. Donc il n'y a pas de raison de ne pas l'aligner, sauf si pour des raisons tactiques au dernier moment, il jugerait de procéder autrement. Mais on voit que les jeunes dans ces compétitions arrivent avec toute leur fraîcheur, leur spontanéité, ils apportent beaucoup. On l'a vu avec cette Allemagne, avec Musiala et Wirtz, alors Musiala, il était à la Coupe du Monde, mais pas Wirtz, donc qui découvrait une compétition de haut niveau. Lamine Yamal, avec ce qu'il a montré cette saison, il n'y a pas de raison de ne pas l'amener à partir du moment où c'est un joueur qui a le niveau international, sans aucun doute. Rémi, dans cette équipe d'Espagne, il y a évidemment Lamine Yamal, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Comment la voyez-vous, cette équipe d'Espagne ? On la met immédiatement dans les favorites ? Vous aussi ? Oui, on la met parmi les favoris parce que lorsque vous regardez, ils ont un bon gardien, surtout. Ils ont aussi beaucoup d'expérience, hein, même s'il y a des jeunes là. Vous avez Carvajal qui vient, ils sont allés loin avec Luis Enrique. Et puis, il faut savoir qu'ils ont surtout, comme j'ai toujours dit, le football, c'est d'abord la cuisine au milieu du terrain. Ouais. Au milieu du terrain, actuellement, ils ont Rodri. Et vous voyez comment est-ce que Rodri a réussi à stabiliser justement Manchester City. Et d'ailleurs, les 3 seules défaites de Manchester City, c'est quand Rodri n'était pas là. Donc aujourd'hui, cette équipe d'Espagne avec les Morata et bien évidemment aussi quelqu'un qui peut faire des différences, comme Lamine Yamal, cette équipe qui avait déjà remporté, bien évidemment, la Ligue des Nations, elle a déjà une certaine maturité et moi je crois qu'il ne faut pas s'amuser avec tous ces enfants-là et les Pedri et consorts. Il faut faire très attention. Il y a un proverbe africain qui dit que la souris ne s'amuse pas avec l'enfant du chat. Alors, ce qui est amusant, c'était tout à l'heure dans les conférences, évidemment, d'avant-match, la Croatie, et notamment Luka Modric, était en conférence et il a dit « Quand j'entends tout ça, c'est-à-dire entendre parler de Lamine Yamal, je me sens vraiment vieux. » Et c'est vrai qu'ils ont plus de 20 ans d'écart quand même. Oui. Et ça, c'est un peu dingue. Est-ce que ça peut faire la force de l'Espagne face à la Croatie ? Parce que la Croatie, il y a aussi plus que de l'expérience dans les rangs. Oui, la Croatie, c'est une équipe qui n'est jamais annoncée dans les favoris, mais qui sur les 3 dernières... Et Modric n'est jamais fatigué, on dirait, hein, Rémi ? Jamais. Et encore qu'il a moins joué. Il joue pas tous les matchs, mais par contre... Non, mais le Real l'a géré pour la Croatie. Ils ont un deal, quoi. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui reste sur 2 demi-finales, une finale de Coupe du Monde, une demi-finale de Coupe du Monde et une demi-finale d'Euro. Évidemment, Xavier me corrigera si je me trompe, puisque il est très bien outillé avec son... professeur. En dernier Euro, ils sont éliminés par l'Espagne dès les 8e de finale. Bon, merci, mais par contre, ils jouent contre l'Espagne en finale de la Ligue des Nations. Mais ils font une demi-finale de Coupe du Monde, là, la dernière fois. Oui, absolument. Oui, bien sûr. Et une finale de Coupe du Monde aussi contre la France. 2018, mais là, la dernière Ligue des Nations que gagne l'Espagne, c'est en finale contre la Croatie. Voilà. Donc elle reste au niveau. Est-ce que c'est d'ailleurs une génération renouvelée depuis, en fait, c'est comme le Real. 2018 ? Mais c'est comme le Real, on croit qu'ils sont en fin de cycle à chaque fois, mais ils ne sont pas en fin de cycle. On pense qu'ils ont trop de kilomètres au compteur. Comme certains taxis que je prends quand je vais en Algérie. Voilà,
Voilà. J'ai pas de proverbe algérien, mais je sais qu'il y a des taxis qui ont du kilomètre. Tu penses qu'ils vont s'arrêter, tu reviens les vacances d'après, ils sont toujours là. C'est exactement pareil, la France. Non, mais ils sont fantastiques et tout. C'est un football extraordinaire. Ils optimisent comme jamais un réservoir moins important que d'autres pays. Ce monsieur utilise les mêmes taxis en Algérie. Franchement. Nous, ils sont jaunes. Vous, je sais pas comment ils sont au Cameroun, mais... aussi jaunes. Ils sont que tu prends les mêmes. Et pour en revenir rapidement en 2 mots à l'Espagne, la clé, c'est de transformer, c'est ce qu'ils sont en train de réussir à faire, c'est de transformer leur équipe de hand en équipe de foot. Parce que stérile et ennuyeux comme jamais, ça a été le cas de l'Espagne. Et Yamal et Nico Williams, qui ont aussi la diversité. C'est aussi l'Espagne, elle arrive aussi maintenant avec une certaine diversité que la France connaît depuis longtemps, que l'Angleterre connaît, que l'Allemagne a connu. L'Espagne aussi maintenant a sa diversité avec des populations qui viennent d'ailleurs. Yamal, Nico Williams, ça apporte de la variété au football espagnol, ça apporte du changement de rythme, ça apporte de la verticalité. Donc cette équipe d'Espagne, prévisible. Cette équipe d'Espagne, grâce à ces 2 joueurs, elle va être peut-être capable de proposer un football un peu moins de possession stérile entre guillemets. Encore que Morata est là. Hein. Mais Morata, c'est numéro 9, de toute façon, il est là pour dire une belle saison. Et puis, ne pas oublier Annie, qu'ils ont importé aussi, entre guillemets, si je puis me permettre, du 100% français, parce qu'avec leur charnière centrale, Laporte et le Normand. 2 des 7 Français qui participent à l'Euro sans les couleurs françaises, c'est le Normand et Laporte. Xavier, il y a une chose peut-être, c'est ce sélectionneur que l'on connaît mal, parce que Luis Enrique était là ces derniers temps, il n'y est plus. Luis de la Fuente, il n'a pas d'expérience, par pas contre, de palmarès. Il connaît tous ses joueurs puisqu'il les a eus en espoir avant ou dans les équipes de jeunes. Mais il a fait gagner l'Espagne des dizaines de fois dans les équipes de jeunes, puisque dans les éques de jeunes, l'Espagne s'est constitué un palmarès incroyable en gagnant les 15 ans, les Euros des 19 ans, les Euros des espoirs. Puis espoir. Et donc lui, il a gravi tous les échelons avec ces jeunes, donc il les connaît et il sait leur parler, parce que parfois ce qu'on dit, c'est que les entraîneurs un peu âgés, quand ils découvrent des générations, les nouvelles générations, ils ont du mal à établir le lien. Mais lui, ça fait des années qu'il travaille avec ces jeunes. Donc il sait comment... Il s'est mouillé sur Yamal, qui était, rappelons-le, quand même désiré par l'équipe nationale du Maroc, puisque sa maman est de Guinée équatoriale, le papa est du Maroc, et il a vécu en Espagne. Donc il s'est mouillé là-dessus et il a pris ses responsabilités pour le prendre très vite. Ce qui n'a pas été le cas de Brahim Diaz, qui lui est parti du côté du Maroc. Et pareil de l'autre côté avec Nico Williams, son frère Iñaki, lui joue avec le Ghana. Donc il a été important puisqu'il les a vus en jeune. Il les connaissait et il les a préemptés. Est-ce que ça fait réagir tout cela Oui, le cas Yamal fait pas mal débat dans les commentaires. On nous dit du côté de Seth Evans que attention, Yamal n'a que 16 ans, Xavier Barré, calmez-vous. D'autres sont persuadés que Yamal va mener son équipe en finale. En tout cas, il y a un choc qui est attendu, c'est Yamal et Modric. Et ça, ils sont nombreux à nous le dire. Exactement, parce que c'est le choc là, Modric avait déjà gagné. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, on aime beaucoup vous lire. Dans ce groupe B, en tout cas dit contre la mort, Rémi, on a aussi l'Italie. Alors, on en a beaucoup parlé tout à l'heure dans la première partie de cette émission, d'avant-match. L'Italie tenante du titre, qui arrive là en tant que championne d'Europe, et en même temps qui ne fait pas vraiment partie des favoris. Nous, on l'a mise dans les outsiders. Les gens, d'une façon générale, on demande à voir. Et Matteo Cioffi nous disait, mais je vous disais la même chose en 2021. Alors peut-être qu'ils arrivent masqués, ces Italiens. Effectivement, ils arrivent masqués parce que chaque fois qu'on se dit que l'Italie peut faire quelque chose, l'Italie ne réussit pas. Mais chaque fois que l'Italie... D'ailleurs, depuis 1982, c'est la même chose. Hein. L'Italie, personne ne voyait l'Italie. Et d'ailleurs, l'Italie, même, je crois, même à la Coupe du Monde, ils étaient avec le Cameroun, incapables même de battre le Cameroun. Ils avaient passé avec... C'est normal, le Cameroun, c'est l'Allemagne de l'Afrique. Mais vous vous rendez compte, le Cameroun avait été éliminé avec 3 points, l'Italie est passée avec 3 points. Et on se disait, cette Italie, ils ne font pas un bon jeu, ils n'iront nulle part, et tout. Ils sont allés au bout. Moi, cette Italie est très, très dangereuse. Et je crois qu'avec surtout le système de contre-attaque, perforer les défenses. C'est surtout leur milieu de terrain qui est de très haut niveau, en fait. Voilà. Après, on a des doutes sur l'attaque, notamment, Xavier parlait tout à l'heure d'un buteur du côté de l'Allemagne, l'Italie, c'est une des questions.
Et Scamacca de l'Atalanta qui est pas mal. Mais au milieu, c'est fort. Jorginho, Barella, il y a qui d'autre? Je me souviens que quand ils ont été champions d'Europe, on disait il n'y a pas véritablement d'individualité et de stars. Peut-être Donnarumma un peu plus que d'autres, mais sinon, c'était le collectif. On ne les attendait pas équipe qui avait gagné. lors du dernier Euro, mais ils s'appuyaient quand même sur une série d'invincibilité incroyable, qui a d'ailleurs établi un nouveau record du monde, puisqu'ils en ont 37 au total. Ils étaient à une trentaine avant l'Euro. Ils ont passé l'Algérie qui était à 35. Voilà, et puis d'autres pays aussi. Mais surtout, ils avaient cette invincibilité sur laquelle s'appuyer. Là, on sent que Spalletti, même s'il fait bien jouer cette équipe, il n'a pas les mêmes références sur lesquelles s'appuyer pour le moment. Mais Spalletti, quand même, champion d'Italie avec Naples, et du coup, une grande connaissance aussi. On ne peut pas les écarter, ils ont le mode d'emploi. Ne serait-ce que déjà, quand ils arrivent avec leur maillot bleu, tu respectes, quoi. C'est l'Italie. Après, attention quand même dans ce groupe, parce que ce groupe de la mort, comme vous dites, Annie, des derbies, quoi. Le dernier groupe de la mort, il y a 3 ans, donc en 2021, c'était France, Portugal, Allemagne avec la Hongrie. Et derrière, les 3 équipes avaient été éliminées en 8e de finale. La France, parce qu'ils avaient laissé beaucoup d'énergie dans ces confrontations. Là, c'est peut-être ce qui attend Espagnols, Italiens et Croates. Après, il n'y aura peut-être pas de canicule comme à Budapest la dernière fois, quoi. Groupe C, ça sera dimanche et ça sera avec l'Angleterre. Alors l'Angleterre, on l'attend toujours. Nabil, on l'attend. Cette Angleterre, depuis 1966, les pauvres, à chaque fois, on leur dit oui. Alors, vous êtes là, vous voulez un trophée. Le dernier Euro, ils ont disputé la finale et ils l'ont perdu chez eux à Wembley face à l'Italie. Comment voyez-vous l'Angleterre ? Je suis partagé, pour être honnête avec vous. Autant la dernière Coupe du Monde, je pense qu'ils avaient eu le malheur de tomber sur l'équipe de France, sinon ils seraient allés au bout. On s'en souvient, c'était en quart de finale. Avec un but de Giroud. J'ai l'impression que c'est un pénalty manqué. Un pénalty manqué par Kane, vous avez raison, qu'il l'a envoyé sur le parking du stade. Je suis partagé parce que, en fait, il y a 2 lectures. Soit c'est l'équipe qui va rien valider, ça fait plusieurs années, plusieurs compétitions qui tournent autour du pot et qui gagnera pas. Un peu comme le Ghana, par exemple, à une époque en Afrique, récemment pour les CAN. Soit c'est la bonne et ils vont aller au bout parce ils ont quand même un effectif qui est quand même assez exceptionnel, un des 3 à 4 meilleurs, mais ils ne sont pas sur une dynamique fantastique et ils ont laissé des garçons à la maison qui m'interpellent. Justement, Rémi, est-ce que ça vous interpelle aussi ces joueurs que l'entraîneur Southgate n'a pas amené? Je pense à Rashford, je pense aussi à Grealish et je pense même à Maguire parce que Maguire, il était pas toujours, très critiqué dans ses clubs et tout, mais toujours là quand il fallait avec la sélection de la Three Lions, avec la sélection anglaise. On a l'impression presque qu'il a laissé son talisman en Angleterre, Southgate. Mais je crois que Maguire, qui a d'abord discuté, qui a quand même discuté 720 minutes, c'est le joueur qui a plus joué, avec Pickford comme gardien. S'il le laisse, c'est parce que d'abord aussi il est blessé. Et deuxième des choses, il faut savoir que si aujourd'hui l'équipe d'Angleterre fait peur, c'est parce qu'elle a une attaque de feu. Moi, je ne vois pas ce que Grealish aurait pu faire là. Quand vous regardez seulement le côté offensif de l'Angleterre, c'est-à-dire vous avez déjà côté gauche, vous avez Phil Foden, vous avez de l'autre côté Bukayo Saka, vous avez bien évidemment Watkins qui peut se substituer au tueur en série, Harry Kane. Mais maintenant, le problème de l'Angleterre, et c'est là où je vais revenir, parce que l'Angleterre nous a déjà montré qu'il pouvait perdre. Qu'elle pouvait perdre avec des méga stars, c'est-à-dire que ce soit les Rooney, que ce soit les Lampard, les Gérard, et même bien avant. Donc aujourd'hui, je regarde surtout le côté défensif. Qui dans cette équipe d'Angleterre est titulaire? Il n'y a que Walker. Parce que vous allez voir finalement que au niveau de la charnière centrale, bien évidemment, vous allez certainement vous retrouver avec Gueye. Vous allez dire peut-être que non, après, je vais regarder du côté gauche. Vous allez voir que du côté gauche, ce sera peut-être Trippier parce qu'il vous manque justement ceux qui pouvaient jouer chaud et consort. Donc, l'Angleterre, quand elle a les défenseurs, elle manque toujours, quand elle a les attaquants, elle manque toujours des défenseurs. À peu près comme un proverbe africain dit, le pauvre, quand il a le grenier, il n'a pas le blé. Et quand il a le blé, il n'a pas de grenier. Il est bon. Elle est pas mal. Il est bon. Avant de vous donner la parole, Xavier, Sarah Lou, est-ce qu'il y a des commentaires ou des... Je vous vois sourire parfois. Non, il y avait un commentaire très drôle concernant l'équipe d'Italie quand même que j'aimerais bien vous lire. Je vais le retrouver. Comparant l'Italie à une ONG
un but non lucratif et à la fin, ils vous surprennent. En revanche, il y en a qui ont de l'esprit. En ce qui concerne l'Angleterre, Oumar Barrow nous écrit, l'Angleterre c'est comme la Belgique, ils ont toujours de très bons joueurs, mais ça leur manque à chaque fois un petit truc pour aller au bout. S'ils atteignent le dernier carré, c'est déjà pas mal. Et même on demande, on est même un peu révolté. L'Angleterre doit se révolter, ça fait longtemps. Il faut montrer les visages de Première Ligue. Des Anglais révolutionnaires, attention. Avec un possible ballon d'or, Bellingham qui est là. Oui, à part que les Anglais, effectivement, je vois deux choses à rajouter à tout ce qui a été dit par mes collègues. Brillamment, ce serait important de le rappeler. Attention, il va mettre ses lunettes. C'est d'abord que cette équipe d'Angleterre, elle a souvent péché par excès de qualité. Moi, je me souviens, la génération fin 90, début 2000, il y avait un gros problème. Il y avait Frank Lampard et Steven Gerrard. Et on ne pouvait pas ne pas les mettre dans la sélection et on ne savait pas comment les faire jouer ensemble. C'était le problème de tous les sélectionneurs. Comment faire harmoniser cette équipe avec Lampard et Gerrard qui se marchaient sur les pieds. Donc c'était très compliqué. Donc il y avait du talent, il y avait en plus Beckham, Rooney, enfin il y avait plein de joueurs de qualité, mais ils n'arrivaient pas à jouer ensemble. Là, il a fait des choix, Southgate, il a fait des choix à l'expérience, parce qu'il est depuis un moment déjà sur le banc. Il a choisi d'écarter Rashford. C'est vrai que moi j'ai été surpris parce que je trouve que c'est un super joueur. Mais bon, voilà, il a sorti Grealish. Mais il a pris. Alors c'est match de préparation, c'est un peu difficile. Mais il a pris des gars comme Watkins, des gars qui sont plus discrets, qui sont moins prétentieux peut-être pour une place de titulaire. Et voilà, logique de groupe. C'est comme doublure. Oui, mais justement, le gars il est doublure et il se contentera de ce rôle de doublure. Et quand il rentrera, il sera content. Ce qui n'était pas tout le cas des autres. Ça. Deuxième chose, je dis rapidement. Dans cette génération anglaise, vous en avez qui ont déjà gagné au niveau international. Champion du monde des 17 ans en 2017, champion du monde des 20 ans en 2017, champion du monde des 19 ans en 2018. Donc c'est une génération qui arrive à maturité avec des garçons, notamment Phil Foden par exemple, qui ont déjà gagné dans les catégories de jeunes et ça compte beaucoup. On voulait aussi rendre hommage ou parler d'une nation qui entame cette compétition avec quand même un certain handicap, et ce handicap est forcément moral, c'est la sélection de l'Ukraine. Alors, elle était là déjà au dernier Euro et elle était allée assez loin. La Sbirna est comme on la surnomme, cette sélection, elle sera évidemment très suivie, très encouragée. Le pays est en guerre depuis 28 mois, bombardé par la Russie depuis le 24 février 2022. Et regardez, ce quotidien, les joueurs veulent montrer qu'ils ne l'oublient pas. Et il y a une vidéo notamment pour ceux qui nous regardent et vous allez voir, on comprend ce qui se passe dans la tête de ces joueurs. My name is Andrei Lunin. I'm a goalkeeper. I play for Spanish club Real Madrid. My name is Mihailo Mudryk. I'm playing for English club Chelsea. Our hometown is Krasnograd, Kharkiv region. My name is Alexander Zinchenko. My hometown is Radomyshl, Zhytomyr region, Ukraine. My native village is Velika Novosilka, completely destroyed by Russia. On voit donc défiler dans la caméra, pour ceux qui nous écoutent, bien sûr, on voit défiler des joueurs, des grands noms de cette sélection. Et à chaque fois qu'ils citent le nom de leur ville d'où ils viennent, leur ville natale, on voit une ville en feu, calcinée, détruite par tout ce qui s'est passé, tout ce qui est hôtel, édifice ou immeuble qui a été bombardé. Xavier Barré, parlez-nous de cette sélection, parce que en même temps, elle est pleine de bons joueurs qui jouent dans des grands clubs, notamment en Angleterre. C'est une génération qui a été championne du monde des 20 ans en 2019. Ils avaient été sacrés en Pologne en battant en finale la Corée du Sud. Et donc, c'est une génération bourrée de talent et qui est heureusement, par la qualité de ses joueurs et la solidarité internationale, la plupart ont pu trouver des clubs à l'étranger. Le Shakhtar Donetsk et le Dynamo de Kiev jouent encore les Coupes d'Europe sur des terrains neutres, bien sûr. Oui, en Pologne et ailleurs. Et le président Volodymyr Zelensky a dit qu'il tenait à ce que ses joueurs portent les couleurs de l'Ukraine sur les terrains de football plutôt que d'aller au front, même si certains ont dit qu'ils étaient prêts à aller au front défendre leur pays. Donc il y a effectivement une mobilisation extraordinaire autour de cette équipe nationale. On a vu que ça n'avait pas suffi lors des éliminatoires de la dernière Coupe du Monde. Voilà, ils avaient passé le premier barrage contre l'Écosse, si je me souviens bien, mais pas le deuxième face au Pays de Galles. Cette fois-ci, ils sont arrivés jusqu'en phase finale, là encore après les barrages. Ils sont au rendez-vous. Est-ce qu'ils vont avoir suffisamment de cran pour justement mettre un peu l'émotion derrière et se
et se concentrer sur le terrain, parce que forcément, il y a une telle attente autour d'eux. Ils se sentent investis d'une telle mission que c'est très difficile pour eux de faire face à tout ça. Ouais. En tout cas, cette équipe, elle se retrouve dans le groupe D, si je ne me trompe pas. Pardon. Et elle est avec la Belgique, à laquelle faisaient allusion nos auditeurs, la Slovaquie et la Roumanie. D'ailleurs, ça sera le match de lundi, le premier match de la semaine, et ça sera entre la Roumanie et l'Ukraine. On continue, les amis, parce qu'il y a les cartons. Ah oui. Et les cartons, nos auditeurs, ils sont très chauds, là, ils sont très motivés. Donc, on a les cartons, il y a les vôtres et après les nôtres. On y va. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Les cartons du jour ont été sélectionnés par David Finzel. Salut à toute l'équipe du Café des Sports Radio Foot International, c'est Kevin depuis Paris. Alors j'adresse un carton vert pour la grande saison de football qu'on est en train de vivre. On a eu une CAN exceptionnelle en début d'année en Côte d'Ivoire, une merveilleuse Ligue des Champions, une incroyable Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, et donc qui va se terminer avec l'Euro en Allemagne et la Copa América aux États-Unis. Alors j'en profite pour passer mes favoris pour ces compétitions. Je vois bien l'Angleterre s'imposer cette année. Et je vois bien aussi l'Uruguay l'emporter. Attention à l'Uruguay qui est très très fort depuis qu'elle a été reprise par Bielsa. Donc salut à tous et bonne émission. Bonjour Radio Foot, c'est Emad Badjata depuis le Congo-Brazzaville. Carton rouge à l'équipe nationale congolaise. Ils ont refusé d'aller jouer à Kinshasa qui était proche. Mais ils ont accepté d'aller recevoir le Maroc chez eux pour être humiliés. Vraiment c'est très triste. Donc carton rouge. Rouge. Bonjour Radio Foot, bonjour Annie, moi c'est Nassourdine Mohamed, Comorien vivant en France. Mon carton il est vert, adressé à l'équipe nationale des Comores, les Salakantes, qui occupe la première place du groupe I dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec 9 points. Mention spéciale à El Fardou Benabouhan, le vice-capitaine et doyen de l'équipe nationale et meilleur buteur pour son retour triomphal. Allez les Verts, on est ensemble. Moi c'est Jean, je vous appelle de Londres et puis cette semaine j'ai 2 cartons verts. Premier carton vert à Jordan Ayew qui a mis le triplé contre la Centrafrique. Et ainsi, deuxième carton vert aussi à Louis Mafouta, qui a mis le triplé contre le Ghana aussi. Heureusement, le Ghana, on a gagné 4-3. Bravo aux 2 joueurs. Salut Radio Foot. Boubacar Zebzoué Bamako, Mali. Carton vert à la Fédération malienne de football pour la décision sage qu'ils ont prise en limogeant le sélectionneur national Eric Sekouchen. Il n'a pas le niveau pour coacher cette belle et talentueuse équipe. Salut le Café des Sports, c'est un carton rouge que j'attribue à certaines fédérations de football qui n'accordent pas de temps à leurs sélectionneurs et qui les limogent juste après une défaite. Le dernier à date, le limogeage d'Eric Schell, qui pourtant avait fait un travail remarquable jusque-là avec les Aigles du Mali. Donc, pensons à travailler dans la durée si on va avoir de bonnes équipes. Oumar Barou, depuis le Sénégal. Bonne émission à tous. Radio Foot International, bonjour à l'équipe de Café des Sports. Je m'invite dans les débats pour la première fois, même si je suis depuis très très longtemps. Je m'appelle Kaba Veke, je vous envoie ce message depuis la ville de Lyon. Et mon carton, il est entre le jaune et le rouge que j'attribue au jeune joueur guinéen Fassine Conté qui a annoncé récemment qu'il allait faire une pause avec la sélection nationale. C'est une décision que nous respectons, mais personnellement, je ne l'ai pas compris pour la bonne raison qu'il est un soldat et un soldat, ça ne démissionne pas. Bonjour, Café des Sports. Ici Rafi Sayoboni depuis Lomé. Moi, j'ai donné un carton vert à tout un peuple, le peuple ivoirien, qui nous a accueillis, qui a accueilli les Guépards du Bénin à bras ouverts, puis les a soutenus. Les Guépards ont joué au Félicia comme ils étaient à Cotonou. Et merci à eux, merci à ce peuple. Carton vert. Bonsoir la famille, moi c'est Kama Alassane depuis la Guinée-Conakry. Mon carton de ce soir est vert. Oui, vert contre Cristiano Ronaldo qui a envoyé un message puissant aux adversaires de l'Hérault lors de son dernier match face à l'Irlande. Moi c'est Joël Choupo depuis le Cameroun. J'adresse comme ça un carton vert à monsieur CS7 qui s'en va pour la 6e fois comme ça discuter l'Euro. Sacré CS7, belle performance, quelle longévité. Rendez-vous au Canada pour une autre Coupe du Monde. Benedetto depuis Cotonou, Bénin. Je donne un carton vert à Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone qui s'apprête à disputer le tout premier Euro de sa carrière. Je lui souhaite bonne chance. Je suis Honoré Dem, Togolais vivant en Italie. Je donne un carton vert à toutes les équipes qualifiées pour l'Euro 2024. Bonne chance à toutes et que la fête soit belle.
J'espère que cette année sera la bonne pour les Pays-Bas. Voilà. Chacun donne son opinion et c'est très chouette. Alors, il y en a qui pensent que l'Uruguay peut gagner la Copa América. Pourquoi pas? Moi, je suis toujours pour le Brésil, mais ça, c'est pas grave. Et puis Georges, il est plus dans son stade en ce moment. C'est la pause. Et il y a un petit carton, Sarah Lou. plusieurs cartons qui circulent dans les commentaires là sur le Facebook Live. Un carton rouge adressé à vous deux, messieurs, parce que vous êtes d'accord. Non. Et ça apporte un peu moins de On aurait dû piment à parler un peu l'émission. plus de Rudiger. Un peu plus de bagarre, voilà. Vous êtes trop calme, trop d'accord, ça plaît pas. Allez Rémi, votre carton. Rouge. Rouge Aux dirigeants du du Bayern Munich par rapport à ce joueur qu'on appelle Alphonse Davies, qui voudrait aller au Real. Et il demande d'être vendu. Les dirigeants lui disent que non, tu finis ton année là. Donc, il va se retrouver dans la même situation que Kylian Mbappé. Et le Real va justement encore le prendre gratuitement. Et ils vont commencer à se plaindre après, comme le dit un proverbe africain, l'oiseau qui vole n'a pas de maître. Vous êtes sûr qu'ils veulent l'acheter, le Real Madrid? Bien évidemment, le Real a fait des propositions et d'ailleurs vous avez vu la je crois dernière que Ferland Mendy était le meilleur arrière-gauche du monde. Pour l'instant, ils n'ont pas, reconduit le contrat de Mendy. Je crois que vous, ça fait écho à ce qui s'est dit dans la session des cartons de nos auditeurs, Nabil Djellit. Oui, tout à fait. Je mets un carton rouge aux dirigeants du football malien, plus qu'aux entraîneurs qui se succèdent et qui se retrouvent confrontés aux mêmes problèmes, des problèmes de professionnalisation et par exemple de logistique, comme sur le dernier match où les Aigles du Mali sont arrivés à la dernière minute pour jouer un match en Afrique du Sud contre Madagascar. Même le capitaine des Aigles s'en est plaint, Amari Traoré. Il n'a pas pointé du doigt son entraîneur Eric Sékouchel, mais plutôt les dirigeants du football malien. J'ai entendu que c'était bien de limoger. Il doit être tellement mauvais qu'il est demandé par le FC Metz aujourd'hui, un club important du football français. Et qu'il faisait bien jouer les Aigles. Voilà, on avait remarqué le style de jeu. Voilà, vous avez raison. On les a vus à la CAN. Ils se sont fait éliminer par la Côte d'Ivoire qui a gagné le trophée. Et là, en plein éliminatoire, c'est n'importe quoi. C'est s'auto-saborder. Donc, un carton rouge aux dirigeants du football malien. Xavier. Vert, toujours sur le continent africain, pour un pays qui a été déchiré par les conflits depuis trop longtemps et qui a vu enfin la Coupe du Monde, un match éliminatoire de Coupe du Monde se dérouler sur son sol, le Soudan du Sud. Oui, les supporters du Soudan du Sud ont pu voir leurs joueurs dans leur capitale, Djouba, face au Soudan du Nord, d'ailleurs. Et bon, ils ont perdu, mais c'était déjà une victoire qu'ils puissent enfin jouer chez eux, devant leur public, après tant d'années de drame et de misère. Le Soudan du Nord est premier de sa poule. Le Soudan. Ouais, mais le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, ça n'existe pas, quoi. Le Soudan du Sud a vu son équipe nationale sur sa pelouse devant son public. Il y a tellement de pays qui jouent pas à domicile. C'est magnifique. Que le Soudan n'a pas perdu le Nord dans le Sud. Sarah Lou, votre carton. Merci la ville, parce que franchement là ça manquait de jeu de mots. Mon carton, il est adressé à une équipe de France. Alors pas celle dont on a parlé toute cette semaine, à l'équipe de France de football féminine qui les Bleus qui ont atteint les Bleus le 2e rang du classement FIFA cette semaine. C'est une grande première pour la sélection. Elles sont derrière l'Espagne qui est championne du monde, mais devant l'Angleterre, championne d'Europe, vice-championne du monde. Donc, bravo les Bleus. Et bravo Hervé Renard, ex-futur sélectionneur. Juste bravo les Bleus. On verra surtout ça serait bien qu'elle concrétise ce bon classement avec une médaille aux Jeux Olympiques le tournoi, dans quelques semaines. C'est ce que tout le monde attend. Le carton de Radio Foot, vous allez adorer l'humour anglais parce que le staff anglais, pour distraire un peu ses joueurs, s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Eh bien, il leur a proposé de leur rendre le sourire certains soirs surtout et de faire peindre leurs animaux de compagnie, en l'occurrence des chiens, dans des postures royales. Et donc, les peintures sont accrochées dans leur chambre, dans le camp de base en Allemagne. Et pour ceux qui nous regardent, les autres, je vous conseille d'aller voir sur les réseaux sociaux. Regardez les chiens habillés en reine Victoria, habillés en roi Henri VIII ou je ne sais qui. Regardez les chiens, les caniches aussi. Enfin, c'est très drôle. Et il y a le nom des joueurs, c'est-à-dire par exemple Ramsdale, là, on voit quel chien il a. Gallagher. Vous voudriez ça avec votre chat, Annie? Non. pas en posture royale. Mais voilà. Et ça, c'est une information glanée grâce à nos camarades de RTL Belgique. Et on a trouvé ça très drôle. David Finzel était mort de rire devant l'ordinateur. Messieurs, merci beaucoup. On a envie de vous dire bon euro à tous, parce que ça commence et ça va être une promenade au long cours. Là, il va y avoir beaucoup d'émissions avant et après.
Et puis peut-être allez les Bleus, puisqu'il y en a qui sont pour les Pays-Bas ou pour je ne sais qui. Allez, les Bleus. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. À chaque épisode de notre émission L'Europe dans tous ses états, je vous invite à découvrir un nouveau pays de l'Union européenne, des reportages, des rencontres, des interviews avec les personnalités qui font l'Europe d'aujourd'hui, mais aussi celle de demain. L'Europe dans tous ses états, c'est sur France 24 et france24.com. The Avignon Theatre Festival is 40 official productions. متطوعون يحاولون إقناع الباقين منهم. Líderes políticos y empresariales en más de 130 países. Aujourd'hui, l'atmosphère est bien différente dans la ville. أسبوع بعد